Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre Le Collimateur et Paroles d'Histoire, podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Dublin, comme toujours en compagnie d'André Loez. Bonjour André. Bonjour Alexandre, bonjour à tous et tous. Et aujourd'hui, c'est le 3e épisode de cette série d'émissions sur les guerres oubliées, ou en tout cas relativement méconnues du public français. Après un premier volet autour de la guerre de la Triple Alliance au Paraguay au XIXe siècle, un deuxième sur la guerre civile en Angola dans les années 1980, donc après les Amériques et l'Afrique. Nous partons aujourd'hui en Asie, en Chine plus précisément, pour évoquer ce qui est souvent présenté comme le point de départ de la grande vague d'impérialisme vers la Chine au XIXe siècle, c'est-à-dire les guerres de l'opium au milieu du XIXe. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Xavier Paulès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en histoire à l'EHESS, spécialiste de la Chine contemporaine, notamment de sa relation à l'opium. Il y a un livre que vous avez fait paraître il y a quelques années chez Payot sur l'opium, une passion chinoise, ainsi que plus récemment aux éditions de l'EHESS, l'opium, histoire d'une drogue en sursis. Bonjour donc et bienvenue sur Le Fil de l'Épée. Alors, c'est peut-être un épisode guerrier un peu moins inconnu que les deux précédents, parce qu'on a souvent entendu parler au moins des guerres de l'opium, notamment parce que c'est une appellation un peu sulfureuse évidemment qui accroche l'oreille. Et on a parfois l'idée que c'est le début de la soumission chinoise aux intérêts occidentaux. On a parfois le sac du palais d'été comme référence plus ou moins précise, le sac qui clôt la seconde guerre de l'opium. Mais c'est souvent à peu près tout. Et on s'est dit, je crois que c'était encore une suggestion d'un auditeur, mais qui sont comme toujours bienvenus, vous voyez que ça donne des émissions. Que ça méritait donc d'entrer un peu plus dans le détail de ces guerres, de leur logique et de leur déroulement, et en fait de retracer un peu la séquence au cours de laquelle il y a surtout un profond chamboulement et une grande renégociation de la relation de la Chine à l'étranger et aux Occidentaux, mais aussi un chamboulement du pouvoir impérial qui se cristallise largement sur la question de l'opium sans s'y résumer non plus. Alors malgré tout, commençons par là, puisque cette drogue, cette substance qui va avoir une si grande importance, notamment économique par moment et par séquence pour la Chine et aussi pour les Occidentaux. Si on se replace un peu avant, donc les guerres, ça commence dans les années 1830 et ça se clôture dans les années 1860, mais au début du 19e siècle, depuis quand est-ce qu'il y a de l'opium en Chine et qu'est-ce que ça représente d'un point de vue commercial et sociétal aussi ? Alors, il faut distinguer deux choses. L'opium est présent en Chine depuis une période assez reculée, mais à titre médicamenteux, en fait. C'est quelque chose qui est utilisé pour soigner, par exemple, la diarrhée, qui est utilisé pour soigner certaines affections respiratoires, des voies respiratoires, mais qui est consommé sous forme liquide ou solide et qui n'est pas fumé. Et donc, le grand changement qui va se produire, c'est qu'à partir du milieu du XVIIe siècle, on va apprendre à fumer l'opium mélangé à du tabac, et un siècle plus tard, on va apprendre à fumer l'opium sans aucun mélange, sans aucune adultération, avec la méthode qu'on connaît aujourd'hui grâce à Hergé, la longue pipe, la lampe avec sa forme si caractéristique. Et cette forme de consommation de l'opium va se propager très rapidement au début du 19e siècle en Chine du Sud. Et pour faire face à cette demande, les Anglais, qui sont présents commercialement déjà depuis plusieurs décennies, qui sont la première puissance commerçante avec la Chine, parce qu'il ne faut surtout pas imaginer la Chine de cette époque comme une Chine fermée sur elle-même. La Chine, le commerce avec l'Asie et le commerce avec l'Europe est extrêmement actif. Il passe par Canton, par la ville de Canton uniquement, mais est néanmoins extrêmement actif. Et donc la Chine, les Anglais, vont commencer à s'apercevoir que pour équilibrer leur balance commerciale qui est très déficitaire, les Anglais sont très demandeurs de thé, sont demandeurs de porcelaine, de soieries, et en échange, en fait, la Chine reçoit assez peu de marchandises d'origine britannique, et donc on est obligé de solder la différence avec de l'argent métal, qui provient par des circuits commerciaux assez compliqués d'Amérique du Sud. Et donc, ils se rendent compte, ces commerçants britanniques, que le marché chinois est très élastique en matière d'opium. C'est-à-dire que les quantités d'opium arrivent de plus en plus importantes sur le marché chinois, et le marché chinois est capable de les absorber. Et donc, c'est très amusant. Vous dites, à un moment, ils ont pensé au ginseng. Oui. Parce qu'ils se sont dit, en fait, ça pèse rien et tout, c'est super pour transporter, ils en veulent. Puis alors, ils se sont aperçus qu'en fait, quand on amenait beaucoup de ginseng, le prix baissait, donc ça marchait pas très bien. Par contre, l'opium, manifestement, quand on écoule de l'opium
en Chine, la consommation augmente, donc les prix peuvent être à peu près stabilisés. C'est exactement ça. Le ginseng a été une petite parenthèse un peu oubliée, qui venait du Canada en partie, si je me souviens bien. Et donc l'opium, au contraire, continue la demande est élastique. Et donc cet opium a un énorme avantage pour les Anglais, c'est que l'opium est produit dans la vallée du Gange, qu'ils contrôlent depuis plusieurs décennies, au début du 19e siècle. Et donc ce qui va se passer, c'est que les cargaisons d'opium vont arriver clandestinement, parce que c'est une marchandise de contrebande, dans la région de Canton, et vont trouver à s'écouler, et en échange de quoi les marchands britanniques repartent avec les cales pleines de thé, de porcelaine et de soieries. Cette présence commerciale de plus en plus forte des Britanniques à travers l'opium rencontre, de l'autre côté, une opposition croissante d'un empire, d'une dynastie, la dynastie Qing, Q-I-N-G, là on dit plutôt Qing, dynastie mandchoue du nord de la Chine, qui va beaucoup miser sur sa capacité à freiner ce commerce, sa capacité à faire respecter ses interdictions avec des empereurs, pas visiblement de très très bons empereurs dans tous les domaines, mais en tout cas qui souhaitent réaffirmer le pouvoir impérial. Et donc là, entre la logique de diffusion commerciale des Britanniques et la logique de réaffirmation du pouvoir impérial chinois, se noue un conflit dans les années 1830. Oui, vous avez raison de souligner que les empereurs sont un petit peu font pas un peu pâle figure au début du 19e siècle par rapport aux trois grands empereurs qui ont marqué le début de l'ère mandchoue. Donc la domination des Mandchous, ça commence en 1644. Donc les trois grands empereurs, c'est Kangxi, Yongzheng et Qianlong. Et à ces trois grands empereurs vont succéder des figures un peu plus ternes, effectivement. Donc le premier, Tao Guang, qui va être le premier acteur lors de la guerre de l'opium. Et effectivement, même si l'opium était interdit depuis le début du 18e siècle, Tao Guang va initier une politique vraiment ferme de prohibition stricte, et c'est cette dynamique qui va engendrer la guerre de l'opium, la première guerre de l'opium. Prohibition à cause du coût social ou tout simplement parce que ça défie une autorité impériale? Alors ce qui est passionnant de voir, c'est qu'en fait, au milieu des années 1830, dans les plus hautes sphères politiques de la Chine, va se produire un débat d'idées, savoir est-ce qu'on a intérêt à légaliser l'opium pour en faire des recettes fiscales, pour en tirer des recettes fiscales, et essayer de substituer aux opiums importés d'Inde de l'opium produit en Chine. Et ça, il y a des partisans qui mettent en avant des arguments très, très, très concrets, très rationnels. On tue le commerce, ça fait des recettes fiscales. Enfin, exactement un peu les mêmes débats qu'aujourd'hui. C'est extraordinairement moderne comme débat, effectivement. Et en face de ça, vous avez un camp qui considère que l'opium est mauvais intrinsèquement pour deux raisons. D'abord, pour la raison économique, qu'il entraîne désormais des fuites d'argent métal. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les Chinois importent tellement d'argent, tellement d'opium, qu'ils sont obligés de le payer avec de l'argent. Donc en fait, le système, la masse monétaire de la Chine, en circulation en Chine, diminue. Et évidemment, ça a des conséquences très néfastes du point de vue de l'économie chinoise. Premier problème. Deuxième problème aussi, les problèmes liés effectivement à la santé, problèmes on pourrait qualifier de santé publique, même si c'est un anachronisme. Effectivement, là, il y a déjà conscience à cette époque-là que en quantité excessive, l'opium mine la santé des gens, notamment pour les soldats. Et il me semble avoir lu qu'il y a un truc avec cet empereur, dont je ne vais pas essayer de prononcer le nom parce que ce serait sacrilège, mais qu'il avait lui-même pris de l'opium dans sa jeunesse, qu'il avait été pratiquant, en tout cas qu'il avait été familier avec un certain nombre de prises de drogue, et que du coup de là viendrait peut-être dans une certaine mesure sa conscience accrue de la dangerosité. C'est en quelque sorte un repenti, effectivement, mais disons que c'est pas vraiment l'empereur qui est actif dans ce débat d'idées, ce sont les hauts fonctionnaires chinois, les gouverneurs généraux, les intendants, et qui donc finissent par la décision de l'empereur qui est d'aller vers une politique de stricte prohibition. Avec par ailleurs, il y a quelque chose qui joue là-dedans, qui dépasse la simple question de l'opium, mais qui est très intéressant sur le rapport à la Chine, de la Chine au monde sur le long terme, il y a une question de prééminence. Alors, vous l'avez dit, en fait, on a l'idée que la Chine est verrouillée, et vous indiquez bien, en fait, c'est pas que c'est verrouillé, c'est que s'il y a un contact avec le reste du monde, ça doit se faire selon leurs termes, selon leurs critères, selon leur catégorie et leur représentation, nommément de la supériorité totale de l'empereur et de la civilisation chinoise sur le reste du monde, et que en fait, ça, au début, pendant quelques siècles avec les Portugais, ils peuvent s'en accommoder, etc. Ils font leur niche là-dedans. Mais quand arrive globalement au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, quand c'est notamment l'East India Company, donc les Anglais et cette compagnie des Indes orientales, là, ça commence de plus en plus à faire friction parce que, en fait, les Anglais, puisqu'il est globalement pour que la reine d'Angleterre parle avec l'empereur chinois, il faut qu'elle lui prête allégeance. Il y a un moment où ça commence à caler un peu, quoi.
Vous avez tout à fait résumé la situation. En fait, il ne faut pas imaginer que la première guerre de l'opium ouvre la Chine. La première guerre de l'opium initie la transformation du lien entre la Chine et le reste du monde, et notamment avec les puissances européennes. Effectivement, jusqu'à présent, c'est la Chine qui dictait les conditions des échanges. Donc les échanges devaient être uniquement commerciaux, basés à Canton, enfin limités à Canton, passés par des conditions très strictes de contrôle. Donc par exemple, les commerçants britanniques, tu ne pouvais pas faire le commerce librement avec les marchands chinois, il fallait qu'ils passent par un groupe très limité d'hommes qui étaient des marchands patentés et qui étaient mieux tenus en main étroitement par les autorités. Et d'autre part, en ce qui concerne les relations d'État à État, de souverain à souverain, effectivement, le système chinois, c'était le système qui était essentiellement basé sur l'idée de la centralité et de la supériorité intrinsèque de l'empereur de Chine, donc il n'était pas question de traiter d'égal à égal. La première guerre de l'opium, donc, qui oppose les Britanniques aux Chinois, elle n'est pas si simple à dater du point de vue des premiers coups de feu, des premiers affrontements, parce qu'il y a plein d'incidents qui ont une escalade progressive, mais en revanche, il y a un point de départ qui n'est pas tout à fait un acte de guerre, mais qui est vraiment vu dans l'historiographie et dans la mémoire comme le moment clé qui fait basculer les choses. C'est lorsqu'un haut fonctionnaire chinois est envoyé au sud de la Chine pour reprendre en main la situation, et il décide, de manière très spectaculaire, de brûler les cargaisons entières d'opium, gros milliers de tonnes, qui sont pas brûlées d'ailleurs, qui sont... c'est le mythe justement qui parle à travers moi alors que vous le démontez, mais en tout cas de détruire ce millier de tonnes d'opium. C'est le 3 juin 1839, un jour d'ailleurs qui a été commémoré par la suite dans la Chine nationaliste comme le jour de la destruction de l'opium, donc il y a vraiment un point de départ symbolique extraordinairement fort. Oui, tout à fait. Cette destruction de l'opium est un acte qui a été magnifié, notamment par la propagande nationaliste puis communiste, par une cinématographie assez abondante aussi. Alors pour la petite histoire, effectivement, il ne s'agit pas d'un feu purificateur, mais d'un procédé un petit peu plus compliqué qui consiste à mélanger dans d'immenses cuves, d'immenses fosses, situées au bord de la mer, l'opium avec une solution d'eau de mer et ensuite à déverser le résultat dans l'océan pour s'en débarrasser. Parce que c'était un problème logistique absolument considérable. On avait des tonnes et des tonnes de drogue qui valaient une fortune. Il fallait pouvoir s'en débarrasser de manière efficace et transparente, en quelque sorte. Et donc, c'est la solution. Ça ne doit pas brûler hyper bien en plus. Parce que... Alors, l'opium, on a des fumées narcotiques. Ouais. on a des cas très nombreux de suppression de destruction de l'opium par le feu. Après, ça existe. Mais je ne sais pas pour quelle raison, pour une quantité aussi énorme, c'est la solution qui n'a pas été retenue. Alors, pour ce qui est effectivement de la complexité du mécanisme de déclenchement de la guerre de l'opium, la difficulté de trouver un événement... Parce qu'on peut préciser aussi, dans votre livre, il y a tout un passage. Tous ceux que l'opium intéresse, on en parlait avec André avant, on connaissait absolument rien à l'opium, vraiment à comment ça se fait. Vous retracez très précisément comment on se sert de l'opium, etc., avec les statuts aussi qui sont associés aux objets, les savoir-faire, etc. Mais il se trouve que par ailleurs, l'opium, même quand c'est brûlé, c'est encore recyclé, parce que même l'opium brûlé fait de l'opium de deuxième catégorie, etc. Donc on peut imaginer aussi qu'il y aurait probablement... C'était pas le meilleur moyen de faire table rase en quelque sorte du truc. Vous avez dit, effectivement, à mon avis, vous avez trouvé la solution. Je n'avais pas pensé dans un premier temps à un brûle-pourpoint comme ça, mais effectivement, l'opium, après avoir été consommé, produit une substance qui s'appelle le dross. C'est le cendre de l'opium qui contient toujours de la morphine et qui est recyclée, effectivement. Donc, c'est peut-être probablement que c'était une des raisons pour laquelle une destruction par le feu n'aurait pas convenu. Est-ce qu'on peut dire un mot de ce personnage de Lin Zexu, qui est ce haut fonctionnaire chinois qui prend en main la question de l'opium et qui, du coup, acte le déclenchement des hostilités? Lin Zexu est un très haut fonctionnaire dont la carrière est absolument rectiligne, météorique jusqu'à la première guerre de l'opium. C'est quelqu'un qui va progresser très rapidement dans la hiérarchie, quelqu'un qui est très bien noté par l'empereur, notamment Taoguang, qui réussit à peu près tout ce qu'il entreprend dans les postes précédents qu'il occupe, et donc et qui également, bien sûr, dans le grand débat qui a agité les hauts fonctionnaires du milieu des années 1830, s'aligne avec les prohibitionnistes. Donc c'est lui que l'empereur choisit pour cette délicate mission qui consiste à aller à Canton et à mettre fin au trafic de l'opium, à la fois en s'attaquant à la demande, c'est-à-dire aux consommateurs chinois présents sur place, et également en s'attaquant à l'offre, c'est-à-dire en faisant cesser l'afflux d'opium de contrebande. Parce qu'on peut préciser qu'il y a eu un moment, donc vous l'avez dit, il y avait cette histoire de rééquilibrage des balances commerciales, etc. Il y a aussi un truc important qui est que, en fait, dans les années 1830, c'est après la suppression de l'East India Company, et du coup, il y a une multiplication vertigineuse des marchands et une baisse monumentale aussi du prix de
de l'opium, ce qui fait que, je me souviens plus, mais il me semble que le chiffre que vous indiquez, c'est 50% quasiment du commerce avec la Chine en valeur, c'est de l'opium à ce moment-là. Donc on voit que c'est un commerce complètement océanique et qui prend une proportion macroéconomique monstrueuse, quoi. Tout à fait. Le commerce de l'opium explose dans la fin des années 1820, début des années 1830, en partie parce que la l'East India Company va donc être supprimée. Et l'East India Company ne trafiquait pas elle-même l'opium, puisque c'était une compagnie qui avait pignon sur rue et qui voulait garder de bonnes relations avec la Chine. Et donc, elle avait tendance à, disons, essayer de limiter l'impact de ce commerce qui gênait quand même ses activités, et donc à, dans une certaine mesure, limiter le trafic par les marchands qui ne dépendaient pas d'elle. Et une fois qu'elle disparaît de l'échiquier, effectivement, les contrebandiers, qui sont des marchands privés, vont s'en donner à cœur joie dans les années qui suivent. Si on retraverse le globe et qu'on va à Londres, le Premier ministre Palmerston, les intérêts commerciaux, les intérêts militaires aussi, géopolitiques, l'affront fait aux Britanniques, pas seulement une question de destruction d'une valeur considérable, mais aussi l'idée qu'on s'en est pris en quelque sorte à la dignité de sujet de Sa Majesté, ça provoque une escalade là aussi vers une logique guerrière. Il faut revenir un tout petit peu en arrière en fait, parce que l'opium qui est détruit par l'Inzhou, donc c'est d'énormes quantités détruites par l'Inzhou en juin 1839, c'est de l'opium qui était devenu une propriété de la couronne britannique, parce que l'Inzhou avait entrepris pour précisément mettre fin à l'arrivée de l'opium clandestin, avait fait le blocus du quartier étranger à Canton et avait exigé des marchands étrangers qui livrent leur opium, petit 1, petit 2, qui s'engagent par écrit à ne jamais recommencer à trafiquer l'opium, chose à quoi il se refusait. Et donc, Elliot, le représentant de la couronne britannique sur place, le superintendant du commerce présent sur place, qui est l'ambassadeur, pour simplifier à l'extrême, disons, on peut dire que c'était l'ambassadeur, le représentant officiel de la couronne britannique sur place, pour essayer de débloquer cette situation, parce qu'il n'y a plus de commerce à ce moment-là. Le commerce est réduit à néant, donc c'est une catastrophe aussi pour le gouvernement britannique, qui est très dépendant des taxes sur le thé, des taxes d'importation sur le thé. Donc, il décide d'essayer de débloquer la situation en quelque sorte nationalisant les stocks d'opium britanniques. Les marchands sont très contents de le faire parce qu'ils avaient cet opium sur les bras qui risquait de devenir invendable. Et donc, Elliot livre cet opium à l'Inzhou qui décide de le détruire. Et c'est donc pour cette raison que l'opium détruit est une marchandise qui appartient à la couronne britannique. Mais avec un truc très frappant, c'est qu'ils ne peuvent pas le dire comme ça, parce qu'évidemment l'opium, c'est pas tout à fait OK que la couronne... Enfin, ça ne peut pas être... vous avez détruit notre drogue narcotique qu'on essaye de découler à votre population, donc c'est intolérable, on fait la guerre. Forcément, ça doit être tourné sous des questions de prééminence, de respect, d'honneur, etc. etc. Je veux dire, c'est pas assumable non plus pour les Britanniques, ce commerce de l'opium. Effectivement, et ce qui est mis en avant aussi, c'est la liberté de commerce. Le mot-clé qu'on met en avant, c'est la Chine se refuse à laisser... C'est la grande époque du libre-échangisme. Hein. Donc, on est dans un argumentaire qui appuie beaucoup sur les obstacles qui sont faits à la liberté du commerce. Mais il ne faut pas imaginer non plus le gouvernement britannique, le monde politique britannique comme étant unanime à accepter cette entrée en guerre ou non, effectivement, de la défense d'intérêts particulièrement discutables. Il y a des débats très vifs et une grande partie de l'opinion publique et également de la classe politique s'indigne qu'on rentre en guerre, de fait, pour la défense d'intérêts de contrebandiers d'opium. Cette guerre qui démarre donc d'abord de façon larvée, puis de manière beaucoup plus considérable avec l'envoi d'une flotte, une véritable flotte de guerre par les Britanniques en 1840, elle oppose deux armées assez dissemblables. Et en préparant cette émission, on s'est demandé à quoi ressemblait l'armée chinoise de l'époque. Parce que l'image qu'on peut en avoir, c'est effectivement un empire qui a raté le tournant de la modernisation militaire, qui a pu incarner la France napoléonienne ou la Navy de Wellington, enfin plutôt la Navy de Nelson et puis l'armée de Wellington. Mais du coup, ça ressemble à quoi face aux Britanniques? On pourra revenir peut-être sur la flotte britannique après. L'armée chinoise à l'époque, en termes d'armement, en termes d'organisation. Alors là, on va distinguer par commodité l'infanterie, l'armée de terre et la marine. Alors l'armée de terre a eu son heure de gloire un siècle et demi avant, avec la conquête de la Chine, est composée de deux grands ensembles distincts qui sont d'une part les troupes des bannières, hein, qui sont des soldats souvent d'ethnie mandchoue et qui sont organisés par un système qui est très englobant, c'est-à-dire que c'est un système qui englobe à la fois eux-mêmes, leurs familles et leurs domestiques, et ils sont répartis à travers tout le territoire par garnison, et donc c'est en quelque sorte les serviteurs les troupes les plus
fidèles à la dynastie, celles qui sont aussi les mieux traitées du point de vue de la solde et aussi du point de vue de l'armement, mais qui ont, il faut bien le dire, dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, beaucoup perdu de leur efficacité, qui sont devenues très corrompues, l'entraînement se fait de moins en moins bien. Et il y a une autre partie des troupes chinoises qui s'appelle les bannières vertes, qui elles sont, l'étendard vert, pardon, qui elles sont des troupes chinoises, donc des Han, et qui sont, pour simplifier, les troupes qui étaient les troupes des Ming à la sortie à un moment où la dynastie a été renversée par les Qing, ont été reversées dans les troupes Qing et donc ont été réutilisées. Et eux, apparemment, étaient encore pires, encore plus désorganisés que les troupes des bannières. Et du point de vue de l'armement, effectivement, la Chine n'a pas du tout pris le tournant qu'ont pris les armées européennes à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe. L'artillerie est extrêmement primitive comparée à ce que peuvent mettre en face les Britanniques ou d'autres puissances européennes. Et probablement que l'écart est encore plus vertigineux au niveau de la marine. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas, là, il n'y a vraiment absolument aucune commune mesure entre la marine que la Grande-Bretagne est capable d'aligner, parfaitement tactiquement très au point, techniquement très au point, avec une artillerie embarquée très puissante, avec la flotte chinoise, qui est une flotte essentiellement construite pour lutter contre la piraterie, qui est très peu développée, très mal entretenue, très mal financée, et qui va être systématiquement balayée sans la moindre difficulté par la flotte britannique, alors que sur Terre, parfois, il y a quand même, du fait de la différence d'effectifs, parce que les troupes chinoises sont quand même extraordinairement plus nombreuses que ce que les Britanniques peuvent aligner, sur Terre, il y aura parfois des difficultés plus grandes pour les Britanniques. Oui, justement, on peut peut-être le dire. Enfin, c'est vraiment... Les Anglais sont maîtres des mers, donc ils font un embargo, mais qui marche extrêmement bien. Et puis, il y a aussi des steamers, c'était maintenant des navires à vapeur. Donc, en fait, non seulement ils sont les maîtres des abords de la Chine, donc ils tuent tout le commerce de la Chine avec le monde et aussi intra-chinois qui passe aussi beaucoup par voie maritime, mais ils peuvent aussi pénétrer très facilement dans les fleuves. Et donc, en fait, c'est pas qu'ils se mettent à prendre Pékin, etc. C'est simplement que la désorganisation est telle, notamment dans le sud de la Chine, que au bout d'un moment, l'empereur est un peu obligé de jeter l'éponge, quoi. Alors en fait, la tactique est très intelligente. La tactique britannique va prendre effectivement comme base la supériorité de la marine, et le but du jeu, ça va être de menacer l'approvisionnement de Pékin en céréales, puisque en fait le système d'approvisionnement du nord de la Chine était basé sur des convois de céréales qui venaient alimenter la ville, et l'idée c'est de se placer, de prendre des territoires, des îles notamment, qui sont situées au milieu du trajet et qui permettent donc d'étrangler, d'affamer littéralement Pékin relativement facilement, donc en profitant de la supériorité énorme dans le domaine de la marine. Une marine qui est supérieure également, en tout cas une marine dont la supériorité est fondée aussi sur le fait que les Britanniques, c'est pas leur première incursion en Extrême-Orient. Ils ont déjà une base à Singapour depuis 1819. Ils sont présents en Birmanie. Évidemment, ils sont présents en Inde depuis le début du XVIIIe siècle, même avant. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une capacité logistique de projection. C'est pas comme lorsque le tsar de Russie doit envoyer des navires affronter le Japon en 1905 en faisant le tour de l'Afrique avec une expédition totalement démente. Là, on a une capacité de projection finalement relativement aisée d'une marine britannique approvisionnée sur place avec des bases à proximité. Vous avez tout à fait raison. La concentration de la flotte se place à Singapour avant la première guerre de l'opium. Donc il y a effectivement une base logistique qui est bien présente, qui va faciliter beaucoup les opérations pour les Britanniques. Comment est-ce que ça s'arrête ? Donc on présente souvent cette guerre de l'opium comme la soumission, la capitulation, etc. En fait, à vous lire, c'est quand même un peu plus compliqué. Il y a un traité, le traité de Tianjin en 1842, qui n'est pas si léonin que ça, mais qui, malgré tout, déclenche la séquence. Malgré tout, en fait, on a l'impression que c'est un peu l'équilibre fondamental précédent des relations entre la Chine et le monde qui est brisé, puisque à partir de maintenant, toutes ces prétentions à la supériorité, à la suprématie de l'empereur chinois, c'est plus possible, et on va entrer dans un processus de longues négociations et au fond tiraillement entre la Chine et les marchands étrangers et leur puissance dominante. Ce que vous dites est tout à fait vrai. C'est
une rupture, mais c'est le début d'un processus de modification des rapports entre la Chine et le monde. C'est-à-dire que c'est un traité qui ne les transforme pas de manière si radicale que ça. En fait, c'est le traité de Nankin, donc, qui est signé en 1842 et qui va stipuler, entre autres, la cession de l'île de Hong Kong. Donc là, la Grande-Bretagne va avoir une base de très grande qualité, disons, à la porte de la Chine du Sud. C'est un traité qui va également stipuler l'ouverture de davantage de ports, 5 au lieu d'1. Auparavant, on avait seulement Canton, on en rajoute 4 autres. Donc, ce sont des ports où le commerce va pouvoir s'effectuer. On supprime ce que j'avais expliqué tout à l'heure, ces restrictions sur le commerce qui devaient uniquement passer par un certain nombre de marchands patentés. Là, on supprime ce système. Maintenant, les commerçants britanniques peuvent s'adresser à qui ils veulent pour commercer. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'on a été dans le sens que voulaient les Britanniques, mais par contre, on n'est pas encore arrivé à ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire l'égalité diplomatique qui voudrait qu'on échange des ambassadeurs de même niveau, qu'il y ait un ambassadeur britannique à Pékin et réciproquement à Londres. On a des petites modifications un petit peu anecdotiques qui sont par exemple la façon dont on doit s'adresser à un fonctionnaire anglais de même rang, doit s'adresser à un Chinois, etc. Mais on n'a pas encore vraiment complètement entamé cette mue des rapports entre la Chine et les puissances occidentales. Mais ce qui fait que dans une certaine mesure, on a l'impression que les Chinois, et notamment les hauts fonctionnaires chinois, peuvent continuer à se bercer d'illusions, d'autant qu'eux, ils étaient au nord, ils étaient à Pékin, la guerre s'est plutôt passée au sud. Enfin, tout ça est un peu lointain. Ils n'ont pas vu leurs troupes se faire étamer. Enfin, il y a une sorte de... L'inertie peut encore être maintenue. Enfin, les illusions peuvent être préservées dans une certaine mesure. On n'entre pas dans ce qui arrivera quelques décennies plus tard, dans des modifications radicales pour faire face à la défaite militaire et essayer d'y remédier. Là, on est encore dans... Bon, ça s'est mal passé, mais qui sait, la prochaine fois, si ça se trouve, on les aura. Enfin, on est encore dans ce moyen terme, quoi. Oui, c'est exact. Alors, il y a quand même eu... La flotte britannique est quand même venue toquer à la porte à Tianjin, pas très loin de Pékin, au cours de la guerre de l'opium. Donc, l'alerte a été un peu plus chaude que ça. Mais il faut bien imaginer que la guerre de l'opium ne paraît pas aux yeux des élites chinoises de l'époque, elle ne paraît pas comme une catastrophe, un désastre, une menace existentielle. C'est des événements qui sont encore vus comme relativement périphériques. Et effectivement, ce que vous dites est exact. Dans le traité de Nankin, les deux parties se bercent d'illusions, en fait. Les Anglais s'imaginent qu'ils vont arriver avec leur cargaison de laine, de tissu de Manchester, et qu'ils vont s'ouvrir un marché gigantesque grâce aux concessions qu'ils ont obtenues dans le traité, et que donc c'est le traité, le prélude à une ouverture sur une large échelle des marchés chinois. Donc ça, c'est leur illusion à eux. Et du côté chinois, on s'imagine au contraire qu'on avait quelques barbares assez turbulents et assez puissants quand même militairement, qu'on leur a donné quelques concessions commerciales, et comme ce sont des gens très avides qui ne s'intéressent qu'au profit, ils vont se satisfaire de ça, et que tout va continuer effectivement comme avant. Donc on est dans une dynamique d'inertie, effectivement, tout à fait, c'est tout à fait exact. Ouais. Et si on replace ça dans le grand cadre de l'impérialisme européen de la période, c'est intéressant aussi de voir que du point de vue britannique, c'est pas l'établissement d'un protectorat, c'est encore moins la conquête d'Alger que les Français ont réalisé 9 ans plus tôt. À aucun moment on envisage pouvoir soumettre l'immense empire chinois, qui reste une entité considérable. C'est même pas non plus la victoire sur l'empire moghol en Inde qui avait permis aux Britanniques de devenir la puissance dominante du sous-continent. Là, on en est très loin. Donc ça veut dire que l'histoire de l'impérialisme occidental en Chine, elle n'aboutira jamais tout à fait de la même manière que la prise de possession pure et simple qui a pu avoir lieu dans d'autres endroits. Oui, c'est exact. La Chine fait partie des 3 grands empires eurasiatiques, avec l'empire ottoman et l'empire perse, qui ne vont pas être colonisés et qui vont être dominés, et même dominés copieusement, mais avec des mécanismes un peu plus subtils, qu'on pourrait énumérer après si vous voulez. Mais il n'y a pas eu de projet pour une puissance, effectivement, de pouvoir avaler un morceau aussi énorme. Voilà, même s'il y a quand même eu des découpages territoriaux en fin de période. Très limités. Les parties du territoire chinois qui ont été annexées ou qui ont été colonisés sont quand même extrêmement limités. Et ce qui est amusant de voir, c'est qu'en fait, la principale conquête territoriale de puissance étrangère en Chine, c'est la Russie qui va y parvenir à la fin de la deuxième guerre de l'opium. Et donc, quand en Chine, on célèbre aujourd'hui les méfaits de l'impérialisme occidental avec les 2 guerres de l'opium, on se focalise toujours beaucoup sur le sac du palais d'été, sur le traité de Nankin, etc. Et en fait, aujourd'hui, le seul reste de cette époque, c'est le fait que la Russie possède toute la région de Vladivostok, des énormes territoires qui ont été arrachés à la Chine entre 1856 et 1860.
Justement, alors, on arrive, mais malgré tout, ce qui reste de tout ça, c'est une sorte d'affaiblissement du pouvoir mandchou, puisque, mine de rien, ils ont perdu, ce qui était évidemment sans précédent. Et de là, on a dit que c'était une émission sur les guerres de l'opium, mais en vérité, c'est les guerres de l'opium et ce qu'il y a au milieu, qui est quelque chose, qui est un événement encore plus méconnu. On aurait pu en faire une autre émission, mais je trouve que ça va bien là-dedans, parce que les deux guerres de l'opium se connectent en quelque sorte par là, et on comprend la deuxième par là. C'est ce qu'on appelle la révolte des Taiping, qui est un événement qui est, je crois, complètement inconnu, ou au moins très très méconnu en France, qui est certes une révolte interne, mais qui s'articule évidemment avec ce contexte international, et qui est un truc invraisemblable par le nombre de victimes. Oui, c'est la guerre la plus meurtrière du 19e siècle. Voilà. Qui part par ailleurs, enfin, je vais vous laisser raconter parce que vous raconterez bien l'histoire comment, ça part quand même d'un prophète allumé qui a lu un flyer de missionnaires protestants et qui déclenche une révolte qui va faire 30 millions de morts. Quoi. En tant que petit frère de Jésus. En tant que petit frère de Jésus. Vous avez déjà vendu la mèche pour un certain nombre d'aspects les plus savoureux de cette révolte, mais bon, ce qu'il faut dire d'une manière peut-être un petit peu cinglante, clinquante, c'est qu'effectivement, la révolte des Taiping est la plus grande révolte de l'histoire de l'humanité en termes de victimes. On compte entre 20 et 30 millions de morts. Et c'est justement intéressant de les mettre en rapport avec les guerres de l'opium, parce qu'en fait, vu d'Occident, on a tendance à considérer que les grands événements de cette époque, ce sont les deux guerres de l'opium, que ce sont elles qui ont ouvert la Chine, qui ont représenté des événements fondamentaux. Et en réalité, quand on se place du point de vue chinois, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire la menace vitale pour les Qing, pour la dynastie des Qing, c'est absolument pas les guerres de l'opium, qui ne mettent pas du tout en cause la survie de la dynastie. La véritable péril, c'est cette révolte qui court donc de 1851 à 1864 et qui, elle, est une véritable menace existentielle. Les Chinois sont passés très loin, pas très loin du tout, au contraire, très près de la disparition pure et simple en raison de cette terrible révolte. Alors, pour la raconter de manière pas trop en simplifiant au maximum peut-être, on peut dire que ça part effectivement d'un personnage qui s'appelle Hong Xiuquan, qui est un illuminé, un de ces très nombreux candidats malheureux au système des examens impériaux, qui rate successivement les examens, donc frustré. Ça, on peut préciser, j'aime toujours beaucoup à rappeler pour les étudiants qui nous écoutent que tout le système français des examens et des concours est entièrement pompé de système chinois où il était en place depuis très longtemps et qui a été ramené essentiellement par les jésuites. Mais donc, sachez que quand vous passez un examen ou un concours, fondamentalement, vous accomplissez un geste qui nous vient directement de l'Empire chinois. Et du coup, comme les étudiants et élèves en France, il y a aussi des recalés qui le vivent plus ou moins bien. Comme en Autriche, dans les écoles d'art aussi, avant la Première Guerre mondiale. Exactement. Et qui le vivent plus ou moins bien. Et ce Hong, il le vit pas bien. Voilà, il fait partie de ces gens extrêmement frustrés. C'était quelqu'un d'assez brillant quand même, et donc il est assez instable, disons, pour dire les choses de manière euphémistique. Et donc, il va, dans la province du Guangxi, commencer à rassembler autour de lui des partisans en prêchant donc une doctrine qui est très largement inspirée du christianisme, parce qu'il a été en contact avec des écrits et aussi avec des missionnaires, et qui va commencer à recruter des adeptes. Et quand on va basculer vers les années 1850-51, ce mouvement va prendre un tournant beaucoup plus politique. Ils vont devenir hostiles à la dynastie en place, à la dynastie des Qing, anti-mandchou, donc contre cette ethnie qui dominait la Chine de l'époque, et ils vont déclarer, donc proclamer en 1851 le royaume céleste de la grande paix, donc Taiping Tiankuo. Et à partir de là, militairement, ils vont devenir très rapidement une force avec laquelle il va falloir compter, même plus que compter, puisque en 1853, ils conquièrent Nankin, qui est une ville extrêmement importante, et ils vont se déverser dans la vallée du Yangtze, qui est le poumon économique du pays. Ils vont même pousser jusqu'à quelques dizaines de kilomètres de Pékin en 1854. Là, ils vont être arrêtés. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'ils vont s'installer durablement au cœur du pays, dans les provinces du Bas-Yangtze, et ils vont rester là une dizaine d'années, et il va y avoir une guerre permanente. Ce qu'il faut bien voir avec une autre différence justement avec les guerres de l'opium, c'est que les guerres de l'opium, il n'y a pas beaucoup de morts en fait, c'est quelques dizaines de milliers de morts, c'est un balai diplomatique, de temps en temps quelques affrontements, etc. Alors que là, c'est pas du tout le cas. On a 10 années de combats intenses, incessants, et qui vont donc faire énormément de morts, sans compter les effets collatéraux sur évidemment les populations civiles.
La dynastie mandchoue réagit après des premières années particulièrement difficiles où on a l'impression que elle va s'écrouler. On lève des troupes plus efficaces, on réorganise des forces militaires plus efficaces, on demande de l'aide un petit peu aux étrangers en matière d'armement, etc. Et finalement, et aussi bien aidé par le fait que les Taiping vont se diviser en querelles internes, vont s'entretuer à plusieurs reprises, ils vont finalement parvenir, avec énormément de difficultés, avec énormément de victimes, à triompher d'eux en 1864. Mais voilà, 30 millions de morts quand même. Ouais, et puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les Occidentaux, contrairement à ce qu'on pourrait penser que d'un point de vue missionnaire, ils disent ah là, c'est une révolte chrétienne. Pas du tout. C'est mauvais pour le business, donc ils sont plutôt du côté du pouvoir mandchou, quoi. Alors peut-être qu'il faut être un petit peu plus nuancé là. Dans les premiers temps, cette révolte suscite un certain intérêt quand même, parce qu'effectivement, explicitement, comme vous l'avez dit, Hong Xiuquan se présente comme le frère cadet de Jésus-Christ. Les 10 commandements de l'Ancien Testament ont force de loi dans l'état des Taiping. Les Taiping sont des puritains qui sont hostiles au bouddhisme, hostiles au confucianisme, hostiles au taoïsme. Et donc, il y a une coloration chrétienne qui a l'air effectivement plutôt sympathique dans les milieux missionnaires ou même certains milieux diplomates européens, mais très vite, au bout de quelques années, on va se rendre compte des dérives. C'est un État totalitaire, les Taiping, c'est absolument terrible. Hein. L'ordre social qu'il impose, c'est un ordre social très rude, très difficile. Et donc, progressivement, on va se mettre à réaliser que l'intérêt bien senti des puissances occidentales, c'est plutôt le maintien de la dynastie des Qing. On ne va pas l'aider sur une très large échelle. Simplement, il va y avoir un appui essentiellement logistique en fournissant de l'armement contre monnaie sonnante et trébuchante. Il ne faut pas non plus imaginer autre chose. Et donc, mais au total, je pense qu'il ne faut pas exagérer l'importance de l'influence des pays occidentaux dans cette guerre. Ça a vraiment été une affaire purement chinoise quand même. Et juste petite question par curiosité, parce que je n'ai pas vu ce détail. Comment il a fini, Hong ? Alors, il meurt de maladie, je crois. Bon, il était devenu vraiment complètement fou dans les dernières années, mais je crois me souvenir qu'il est mort de maladie dans les quelques mois ou quelques années avant la chute de sa capitale en 1864. Alors vous l'avez dit, un investissement occidental assez minimal. Malgré tout, c'est quand même aussi une occasion de pénétration d'armes à feu modernes, parce que, y compris les Taiping, d'ailleurs c'est un peu une aubaine, maintenant que le commerce a été, suite à la première guerre de l'opium, un peu plus libéralisé, finalement ça permet à certains d'armer, y compris les deux camps, en disant on va maintenir un empire Qing affaibli plutôt que les Taiping complètement allumés, mais en même temps ça peut quand même nous permettre d'écouler un certain nombre de munitions et d'armes. S'il y a des choses qui se vendent bien, effectivement, à cette époque, ce sont les armes modernes, les armements modernes. Donc, les troupes réorganisées des Qing, notamment sous la houlette d'un grand mandarin qui s'appelle Sun Guofan, qui va organiser des troupes recrutées localement et va essayer de les équiper avec du matériel beaucoup plus moderne, effectivement. Et ensuite, quand on va basculer dans les années 1860, on va avoir une politique des Qing qui va être ce qu'on appelle la politique de l'auto-renforcement, donc Ziqiang, qui va consister effectivement, l'idée c'est prenons aux Occidentaux ce qui fait leur force, c'est-à-dire les techniques militaires, les armements, l'industrie lourde, adaptons ça à la Chine, prenons la mesure de ces techniques et comme ça on arrivera à leur faire face. Ça ne va pas marcher, mais c'est l'idée. Petite parenthèse sur Hong, en ayant vérifié, apparemment il serait mort de maladie, mais pas n'importe laquelle, d'une indigestion en ayant mangé des herbes et des racines au moment de la famine qu'il avait lui-même très largement contribué à provoquer depuis une quinzaine d'années. Donc il y a une forme de justice minimale, disons, de ce point de vue-là, puisque la population réduite à la famine, lui-même donnant l'exemple, mangeant des herbes et en mourant. Justice politique. Du coup, tout ça présente quand même le contexte favorable pour les appétits européens et pour redéclencher quelque chose, puisque on l'a dit, la première guerre de l'opium, c'était quand même un peu arrêté sur un malentendu, tout le monde pensant que ça allait marcher pour eux. En fait, donc ces années, le mi-temps, disons, de la décennie 1850, ce moment où les Taiping sont vraiment un peu partout et où ils avancent vers le nord, c'est le moment que les Européens choisissent, notamment les Britanniques, mais cette fois ils sont pas seuls, ils font appel notamment à la France, c'est le moment qu'ils choisissent pour pousser leur avantage et pour lever le malentendu aux dépens des Chinois. Alors les Britanniques, effectivement, se rendent compte que le traité de Nankin a été taillé un peu court, assez rapidement.
Les Français ont signé peu de temps après avec la Chine un traité tout à fait similaire à Whampoa, les Américains aussi, et donc les Britanniques vont chercher un prétexte pour entrer en guerre contre la Chine une seconde fois et pour obtenir des concessions plus larges. Ils vont se saisir d'un prétexte vraiment très fallacieux. Il faut aussi vraiment faire la part de l'acrimonie spécifique des représentants britanniques sur place. On a quelqu'un qui était une véritable teigne, qui était Parkes, le consul britannique à Canton, qui ne rêve que d'une deuxième guerre, effectivement, pour régler les comptes avec les Chinois. Donc en fait, il va s'emparer d'un prétexte tout à fait fallacieux, un navire de contrebande qui aurait battu pavillon britannique et qui aurait été contrôlé avec un manque de respect au pavillon. Enfin, c'est totalement inventé, c'est une histoire totalement inventée. Ouais, l'honneur, c'est toujours très pratique pour déclencher les guerres. Là, effectivement, c'est un cas particulièrement typique. Et donc, on va rentrer en guerre sous ce prétexte. La France, elle, a un autre prétexte tout aussi léger. C'est la mort d'un missionnaire français, le père Chapdelaine, dans la province du Guangxi, où il n'avait absolument pas le droit de se trouver, et qui va être monté en épingle pour justifier la participation de la France à la deuxième guerre de l'opium. La France de Napoléon III à l'époque. Oui, tout à fait. Mais alors du coup, donc ça commence, et encore une fois, on a l'impression que c'est quand même pas des guerres extrêmement intenses, en tout cas pendant quelques années. C'est une guerre qui s'arrête, c'est une guerre qui reprend, enfin on a l'impression que c'est quand même quelque chose de très diplomatique plus que militaire, mais en même temps, justement, reposons la question d'André tout à l'heure, à quoi ressemble à ce moment-là l'armée chinoise? A-t-elle changé depuis 15 ans et dans quelle mesure est-ce qu'elle est plus ou moins capable de faire face désormais, quoi. Oui, et notamment du point de vue du commandement, parce qu'on a là aussi cette image de fonctionnaires et de militaires un peu gangrénés par un système de concours qui valorise la répétition de choses anciennes. Peut-être pas pour les meilleurs chefs militaires, je ne sais pas d'ailleurs comment ça marche. Ils passent une école, mais après ils sont classés à la sortie de l'école. Le classement d'entrée et le classement de sortie, c'est peut-être une différence. En tout cas, voilà, est-ce que le formalisme des concours a nuit ou pas à l'armée chinoise, ou est-ce qu'on valorise les gens qui ont l'initiative plutôt que des parfaits lettrés, quoi? Alors déjà, il y a deux niveaux d'examens impériaux, les examens militaires et les examens civils. Donc les fonctionnaires civils ne sont pas du tout théoriquement amenés à exercer des commandements militaires. Ce que je dis est assez inexact, puisque vous avez le cas de Zhang Guofan que j'ai donné tout à l'heure, qui est un mandarin tout à fait civil et qui va se convertir en chef de guerre pour sauver la dynastie, en fait. Mais d'une manière générale, normalement, les chefs de guerre sont des personnes qui passent pas par le système d'examen civil, sachant qu'il y a une différence de prestige quand même. Les fonctionnaires civils sont infiniment plus valorisés, plus prestigieux, évidemment, et les concours aussi. Donc souvent, on a des hommes qui sont issus de milieux mandchous plutôt, qui sont des chefs militaires, ou mongols. Le grand chef militaire qui va poser des problèmes aux Occidentaux pendant la deuxième guerre de l'opium, c'est un mongol en fait. C'est un grand chef de guerre, mais malheureusement pour lui, l'outil qu'il a entre les mains n'a pas pratiquement bougé depuis la première guerre de l'opium. Il n'y a pas eu de modernisation de l'armement, il n'y a pas eu de transformation technique significative. Ça revient pratiquement à vraiment pas grand-chose. Et donc, le verdict du point de vue militaire, la deuxième guerre de l'opium est le même. Il y a toujours la même différence énorme entre la qualité de l'armement, de l'organisation entre les deux puissants, entre les forces militaires européennes d'une part, franco-britanniques d'une part, et chinoises d'autre part. Mais alors il y a quand même un cessez-le-feu, un premier cessez-le-feu en 1859, je crois, mais un peu, on a l'impression que c'est un peu la même chose qui se reproduit, un peu un malentendu, mais en fait, en renégociant exactement les termes de la paix, on ne s'accorde pas, et les Chinois pensent qu'ils peuvent peut-être inverser les choses, et du coup ça part, et là ça va être la défaite pour de bon. Oui, en fait les deux guerres de l'opium sont assez parallèles dans leur développement, c'est-à-dire qu'il y a des opérations, un mélange d'opérations diplomatiques et d'opérations militaires qui aboutit finalement à un premier compromis qui est signé et qui est dans les deux cas désavoué par l'empereur chinois qui estime que ses fonctionnaires ont mal négocié, et on repart dans des opérations militaires qui là deviennent effectivement plus intenses dans les deux guerres et qui aboutissent dans les deux cas à une défaite tout à fait sans appel des troupes chinoises. Donc dans le cas de la deuxième guerre de l'opium, c'est à Paliqiao. Je crois qu'à Paris, il y a toujours une rue de Paliqiao dans le 16e arrondissement, je crois. Oui, puis même dynastie politique qui avait ce titre de comte de Paliqiao. Voilà. Et donc, version francisée. En général, les victoires du 19e siècle, c'est souvent dans le 16e. C'est vrai. 17e arrondissement de Paris qu'on les trouve.
Et donc, suite à cette défaite militaire cinglante, Pékin est menacé, le palais d'été est détruit, et donc là, on est obligé de signer un nouveau traité, plus dur que celui qui avait été signé quelques années auparavant, quelques mois auparavant. Et donc, cette fois-ci, c'est 1860. On va ouvrir davantage de ports au commerce étranger. On va cette fois-ci établir des relations diplomatiques davantage fondées effectivement sur l'égalité. Les Britanniques vont récupérer les nouveaux territoires, etc., etc. C'est avec ce détail, si j'ai bien lu, que la bataille de Palichao, il y a un truc un peu symbolique qui semble se passer, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, c'est la cavalerie mongole qui charge l'artillerie britannique, et ça se termine comme on peut imaginer que ça se termine dans ces cas-là, mais du coup, il y a un truc un peu symbolique de deux armées différentes, de logiques différentes, qui se soldent à cette bataille-là, avec pour conséquence la prise de Pékin, quoi. La cavalerie mongole était la fine fleur des troupes dont disposait la dynastie des Qing à cette époque, et donc c'est ça qu'on va mettre face aux armées franco-britanniques qui se dirigeaient vers Pékin, et l'appel, effectivement, là, le verdict des armes va être absolument terrible, puisque cette cavalerie, sa vaillance et sa valeur intrinsèque n'est pas à remettre en cause. C'était des soldats de très bonne qualité, simplement, effectivement, ils étaient en retard d'une guerre ou deux en termes d'armement, et n'ont pas fait le poids face à l'infanterie franco-britannique. En parlant de retard de guerre, c'est aussi une guerre, la seconde guerre de l'opium, qui prend place dans un moment de transformation plus globale des guerres. Il y a la guerre de sécession qui démarre un an plus tard aux États-Unis, il y a la guerre de Crimée quelques années plus tôt. Et une des différences entre les deux guerres de l'opium, c'est que la seconde est photographiée. On a des photographies, notamment d'un Italien, Felice Beato, qui se rend sur place, et qui fait d'ailleurs des mises en scène macabres. Et donc, du point de vue documentaire aussi, c'est une guerre qui n'a pas tout à fait la même résonance dans les opinions occidentales. Oui, tout à fait. Le travail de Beato est assez connu, dans la mesure c'est quelqu'un qui a en fait pris des photos, mais qui a beaucoup arrangé, en fait, en quelque sorte, notamment ces scènes de carnage. Ça a été montré. Oui, amenez-moi plus de crânes, amenez-moi plus de corps. C'est quelque chose qui a été mis en partie en scène. Bon, il y avait quand même des victimes qui étaient là. C'est pas des gens des cadavres qu'on a inventés, mais il a effectivement effectué un travail de mise en scène. Mais c'est effectivement une des premières guerres à avoir été photographiée. Alors, peut-être on peut... Non, mais peut-être s'arrêter juste une seconde sur le sac du Palais d'été, ce qui est quand même un événement qui est... On en parle un peu plus avec les logiques de restitution, avec qui sont autour de tensions diplomatiques qui reviennent autour d'une relative égalisation des rapports diplomatiques entre la France et la Chine. Mais on en parle un peu, on n'en parle toujours pas énormément de ce sac du Palais d'été, ce qui est, sans contexte, le plus grand butin du 19e siècle, le plus grand pillage du 19e siècle. Faudrait voir si sur la longue période, je ne sais pas si à part les palais de Moctezuma, on trouve beaucoup d'équivalents. Mais c'est quand même... À l'époque d'Alexandre, on va dire le pillage des trésors perses. Voilà. Mais c'est quand même un truc de... tout le monde devient très très riche en très très peu de temps à travers cet événement. Donc peut-être replacez-nous. Pourquoi c'est si frappant? Pourquoi c'est si choquant aussi? Nos musées aujourd'hui, effectivement, sont, notamment si vous allez à Londres aussi, sont pleins de pièces à conviction qui ont été prises dans ce palais d'été. Alors néanmoins, il faut quand même... Pourquoi est-ce que les Occidentaux pillent et détruisent le palais d'été? En fait, la raison, c'est quand même qu'il y a eu une reprise à un moment des opérations diplomatiques, on a donc envoyé, si je me rappelle bien, une douzaine ou une quinzaine de négociateurs, et que ces négociateurs ont été capturés, torturés et pour une partie tués par la partie chinoise. Et donc, c'est une mesure de rétorsion. Alors, à ce moment, il y a un débat au niveau du commandement franco-britannique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des gens qui proposent de piller, brûler Pékin. Alors, là, il y a quelques gens qui disent qu'il vaudrait mieux viser plus directement l'empereur qui est responsable de ça. Et donc, parce qu'on peut rappeler que le palais d'été n'est pas exactement à Pékin. C'est à une quinzaine de kilomètres. C'est pas la cité interdite, quoi. Voilà, c'est pas habité par une population de gens du commun. Il y avait des serviteurs, il y avait des dignitaires, etc., mais ce n'était pas peuplé par des gens du commun. Donc en fait, c'est pour ça qu'on décide de s'emparer du palais d'été et ensuite de le brûler. Donc c'est une mesure de rétorsion à l'encontre d'une pratique, effectivement, qui était très condamnable, qui était de torturer et d'assassiner une partie des émissaires qui avaient été dépêchés pour des négociations avec les Chinois, la partie chinoise. Toujours des histoires de protocoles et de pratiques diplomatiques depuis le début
début. Et notre ami Harry Parks, je vous ai parlé de ce consul britannique dont j'ai parlé, qui était à l'origine du débarquement, enfin du début de cette guerre de l'opium, la deuxième guerre de l'opium, était parmi ces diplomates qui ont été capturés. Est-ce que vous connaissez Looty, le chien ? C'est le chien pékinois qui a été ramené du sac du palais d'été par un officier britannique à la reine Victoria. Et en fait, la vogue des Pékinois dans la bonne société européenne au XIXe siècle vient d'un chien dont le petit surnom était Looty, ce qui veut dire littéralement butin ou butinou en anglais. Et il a même son tableau officiel à la cour britannique, posant à côté d'un vase chinois. Et voilà, c'est devenu l'animal de compagnie Victoria, ce qui est quand même un symbole assez frappant de ce que veut dire l'appropriation, voilà, du butin, y compris au sens propre du terme. Et surtout, la bonne conscience relative avec laquelle ces troupes se sont liées à ces actes de pillage et où les opinions publiques occidentales, on a toujours en tête la lettre de Victor Hugo qui flétrit les deux brigands marchant main dans la main. En fait, Victor Hugo en a surtout à Napoléon III. C'est surtout donc là, je vais préciser pour les auditeurs, André est en train de nous montrer des photos de chiens sur son ordinateur. D'accord. Une peinture, plus exactement, d'un peintre de cour britannique. Parce qu'en fait, quand Victor Hugo flétrit donc le sac du palais d'été, il essaye d'aller à l'encontre de ce qui est présenté comme un grand succès militaire et finalement diplomatique du Second Empire. Justement, est-ce qu'on peut revenir sur la mémoire en quelque sorte de ce que c'est devenu ? Donc le sac de palais d'été, c'est quasiment le truc hypertrophique parce qu'effectivement on a volé beaucoup de trucs à ce moment-là, ça paraît relativement incontestable et suffit d'aller dans un musée pour avoir du mal à contester la chose. Mais plus généralement, alors d'abord, peut-être justement, restons une seconde sur ce sac du palais d'été, parce qu'on voit actuellement qu'il y a une sorte de rééquilibrage, ou en tout cas qu'il y a, disons, les Chinois ont des choses à faire valoir désormais là-dessus, et ils ne se privent pas de le faire, donc ça va avec un changement des rapports de force sur la scène internationale d'une manière générale, mais voilà, qu'est-ce que ça dit, et qu'est-ce que ça dit plus généralement peut-être de la mémoire et de ce que ces guerres de l'opium sont restées dans la construction politique de la Chine ultérieure, quoi. Mais en fait, le sac du palais d'été, c'est l'événement que la Chine met à l'usage de son opinion publique en avant systématiquement quand on parle de la seconde guerre de l'opium. C'est toujours en quelque sorte un geste archétypal de l'avidité, de la cupidité, du manque total de scrupules des Occidentaux. Et donc, à ce titre-là, ce sac du palais d'été éclipse un petit peu tout ce qui se passe autour, les autres opérations militaires. Et effectivement, aujourd'hui, quand vous allez visiter Pékin et la zone du palais d'été, vous avez toujours des écriteaux qui vous rappellent que cet endroit a été détruit par les troupes franco-britanniques, cet endroit a été détruit par les troupes franco-britanniques, etc. Donc c'est quelque chose qui fait partie du fonds de commerce, parce qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui, la Chine se présente toujours comme la victime d'un siècle d'impérialisme, d'humiliation nationale, donc en gros milieu 19e, milieu 20e, et que donc le pouvoir aujourd'hui en place se pose comme en quelque sorte le réparateur de ces humiliations, capable de remettre la Chine sur un pied d'égalité, et même plus aujourd'hui. Oui, de ce point de vue-là, je dis simplement, c'est pour ça que j'en ai fait un peu longtemps sur la notion de suprématie préexistante à cette séquence-là. C'est-à-dire, on a l'impression que... D'ailleurs, c'est une question. Est-ce que c'est l'idée du statu quo ante, enfin en tout cas l'idée de cette supériorité, notamment civilisationnelle chinoise, qui était si ancrée manifestement au début du 19e siècle, n'est pas en train de revenir un peu, en tout cas leur position de minorité, en tout cas de plutôt victime du système international, ça très clairement ils veulent en revenir. Est-ce que c'est un peu cette idée-là qui préexistait à toute cette séquence-là, qui a en tête dans le changement de rapport de force actuel, quoi. Bon, la Chine aujourd'hui ne met pas en avant l'idée d'une supériorité intrinsèque de sa culture, ce n'est plus le cas, mais il y a quand même effectivement tout à fait clairement l'idée qu'il faut mettre fin à un ordre international qui a été pensé par l'Occident pour ses intérêts propres, et donc qu'à ce titre-là, l'Asie aurait été mal servie, l'Asie orientale aurait été mal servie pendant toute cette époque, et que donc il faut réinventer un ordre international nouveau. Mais alors pour l'instant, les contours en sont extrêmement flou, hein, au moins qu'on puisse dire. Et à ce titre-là, la Chine est appelée à jouer un rôle moteur, en quelque sorte, mais supposé non dominateur.
Est-ce qu'on peut vous demander ce qu'il en est du Japon dans sa politique vis-à-vis de l'opium? Parce que si on dit que l'opium, c'est le symbole de l'ingérence étrangère, de la domination, il y a aussi toute la séquence d'une quinzaine d'années de domination japonaise, très forte et très marquante dans les mémoires chinoises. Est-ce que le Japon est associé à ça ou est-ce qu'il a une politique différente? Voilà, est-ce qu'il y a un lien avec cette période? Alors, le Japon est très au courant de ce qui se passe pendant les deux guerres de l'opium. On imagine le Japon complètement clos sur lui-même à cette époque. En réalité, les élites japonaises sont sont évidemment éminemment à cette époque sinisées et tournées vers la Chine comme modèle culturel toujours. Et donc en fait, ils comprennent qu'il se passe des choses potentiellement qui peuvent les concerner et donc ils se tiennent très au courant de ça. Et il va y avoir à partir du milieu du 19e siècle, au Japon, cette idée très claire que l'opium est un poison qui a expliqué en partie la raison pour laquelle la Chine, qui était la puissance dominante, puissance culturellement et politiquement dominante de la région, s'est retrouvée dans un statut pour le moins inconfortable, en tout cas a été vaincue militairement par des puissances étrangères. Et en fait, le Japon ne va jamais connaître de consommation d'opium sur une vaste échelle, pas du tout. La population et les élites vont toujours refuser strictement l'opium. Et donc, contrairement à d'autres pays voisins de la Chine, comme par exemple le Vietnam, où les Vietnamiens vont largement suivre le modèle chinois en matière de consommation d'opium. Par exemple, les Japonais vont toujours rejeter strictement les importations et la consommation d'opium. Et ça reste vrai toujours aujourd'hui. Il y a toujours cette idée vraiment que l'opium est quelque chose de particulièrement, dangereux, vicieux, susceptible de déboucher sur un affaiblissement à la fois de la personne et aussi du corps politique. Mais du coup, quand ils s'occupent Nankin ou Shanghai dans les années 1930-1940, qu'est-ce qu'ils font du trafic? Ils le captent, ils l'interdisent? Ils font ce que font toutes les autorités dans les années 1930, c'est-à-dire qu'ils utilisent les circuits de l'opium à leur profit. Ils en captent les recettes fiscales et avec une différence même, on peut le dire, c'est qu'en fait les Japonais, pendant la deuxième guerre sino-japonaise, 1837-1845, en fait, ils vont... 1900, pardon, j'étais resté au 19e. 1937-1945, ils vont aussi légaliser les drogues de synthèse, morphine, héroïne, ce que les autorités chinoises précédentes ne faisaient pas. Donc ils vont aller un petit peu plus loin dans le cynisme en matière de fiscalité et de légalisation des drogues. Mais justement, pour conclure là-dessus, c'est intéressant de se demander ce que c'est devenu, puisque vous l'indiquez dans vos travaux, donc, qui sont vraiment concentrés sur l'opium. Il y a toute une réflexion sur ce que c'est cette drogue. Est-ce que c'est vraiment aussi terrible que ce que c'est dans la littérature de l'époque, notamment parce que c'est une littérature au 19e siècle qui est très imprise d'une sorte de truc de darwinisme mal traduit, ou en tout cas qui arrive, et donc il y a une question sur l'affaiblissement de la race chinoise et l'opium Et en fait, tout ça se poursuit quand même au XXe siècle, et c'est très intéressant de la manière dont vous le décrivez. En fait, ça va très bien marcher, la lutte contre l'opium. Alors, dans ce contexte très particulier que va être la Chine nationaliste puis communiste, mais en fait, le combat contre l'opium va réussir à, si ce n'est l'éradiquer, mais en tout cas pas loin, il va y avoir une très grande efficacité de cette lutte contre l'opium. Donc, justement, est-ce qu'on peut en dire en quelque sorte de ce que c'est devenu politiquement après cette période de soumission directe à l'étranger, disons? Alors, l'opium, c'est comme l'alcool. C'est une substance qui peut déboucher sur la dépendance et sur des ravages physiques très importants. Mais néanmoins, si vous la consommez avec modération, vous n'êtes pas plus drogué et abîmé que nous quand on boit 2 verres de vin par semaine. Et donc, en fait, par contre, ce qui se passe, c'est que à la fin du 19e siècle, les élites chinoises, sous l'influence en particulier du darwinisme social, vont se persuader que l'opium est une des causes fondamentales de l'affaiblissement et de l'asservissement de leur pays. On va même avoir cette espèce de glissement de sens qui va expliquer en fait les défaites de l'opium par le fait que la Chine était intrinsèquement affaiblie par la consommation d'opium, par le fait que ses membres étaient, pour une partie d'entre eux, importante d'entre eux, dépendants à l'opium, ce qui est complètement faux. Et donc, ces élites se persuadent de la nécessité de supprimer l'opium comme une des conditions de restauration de la puissance du pays. Et ça va se concrétiser en 1906 par un plan de 10 ans qui va être mis en place par la dynastie des Qing, donc toujours au pouvoir à cette époque. Dynastie des Qing à qui la deuxième guerre de l'opium a mis un petit coup de fouet.
qui sont bien repris en main. Alors les Qing, effectivement, à partir des années 1860, ont lancé des réformes et la décennie 1900 va voir une accélération et une radicalisation des réformes. Et quand la dynastie s'effondre en 1911-1912, il ne faut surtout pas imaginer que les Qing s'effondrent parce qu'ils sont victimes de leur inaction, de leur sclérose. Au contraire, ils sont victimes de l'excès de radicalité et l'excès de rapidité des réformes qu'ils lancent en 1901, qui s'appelle Nouvelle politique. Et donc, dans cet ensemble de réformes, il y a un plan très ambitieux de suppression de l'opium en 10 ans. L'idée générale, c'est qu'on va convaincre les Britanniques de progressivement diminuer les exportations d'opium à destination du marché chinois. En Chine même, on va aussi diminuer la demande et arriver en 1916 à une éradication totale. Les Occidentaux rigolent, tout le monde dit que ça ne va pas marcher et, manque de bol, ça marche très bien. Les résultats sont très encourageants et en 1911, au moment où la dynastie s'effondre, en fait, l'opium est véritablement marginalisé par rapport à ce qu'il était avant. Donc c'est un grand succès de la dynastie des Qing, la lutte contre l'opium. Ensuite, dans les années qui suivent, il va y avoir un certain regain de l'opium parce que le pouvoir central n'est plus présent, on n'est plus là pour imposer cette politique. Il va y avoir une deuxième campagne de lutte assez efficace aussi du Kuomintang dans les années 1930. Et finalement, les communistes, au début des années 1850, vont donner le coup de grâce à l'opium. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, ça n'avait plus rien à voir. La consommation d'opium de la Chine en 1949, par rapport à ce qu'elle était un demi-siècle auparavant, c'est plus du tout ça. C'est une pratique qui était devenue beaucoup plus marginale. Donc les communistes ont finalement eu assez peu de mérite à en venir à bout. Néanmoins, au niveau du discours, alors là, ils vont très largement utilisé l'idée qu'ils sont les triomphateurs de ce fléau qui est la cause de tous les malheurs de la Chine, que le Kuomintang, lui, avait exploité sans vergogne les ressources de l'opium, etc., etc. Donc ils vont en faire vraiment un outil de propagande très efficace. Est-ce qu'il en est resté encore à l'heure actuelle une sorte de position plus ou moins puritaine sur ces questions-là, sur les questions de... Ah oui, bien sûr. On ne rigole pas avec la question de l'opium en Chine. En Occident, quand on parle d'opium, il y a un petit parfum d'aventure, un petit peu parti fin, un peu canaille, ça fait un petit peu ricaner. En Chine, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment une question d'humiliation nationale. On rigole pas du tout avec ça. Donc il n'y a pas de pipe à opium dans les gift shops? Non, pas du tout. C'est pas un sujet de plaisanterie. Merci beaucoup Xavier Paulès. On rappelle que vous êtes historien de la Chine. Vous avez notamment signé l'opium, histoire d'une passion chinoise, également l'opium, histoire d'une drogue en sursis, ainsi que le volume 1912-1949 dans la belle Histoire générale de la Chine aux éditions Les Belles Lettres. Merci à vous. Au revoir. C'était donc Le Fil de l'Épée, un podcast produit et co-animé par Alexandre Jublin et André Loez, distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, remarques, commentaires, suggestions sur des guerres oubliées ou méconnues ou sur des drogues dont il faut parler au micro sont bienvenus, évidemment par mail ou sur les réseaux sociaux ou comme notes et appréciations sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.